Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 6 février 2023, c'est une visite d'amitié très attendue au Mali. Le chef de la diplomatie russe arrive dans notre capitale ce lundi. Bamako et Moscou veulent diversifier leurs relations. Sergei Lavrov rencontrera les autorités de la transition pour en parler. Il a 48 heures pour quitter le Mali. Le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA n'est plus le bienvenu dans notre pays. Le gouvernement reproche aux fonctionnaires onusiens des agissements déstabilisateurs et subversifs. Dans l'actualité également, ce séisme qui a frappé le sud de la Turquie d'une magnitude de 7,8, il a été ressenti dans plusieurs pays de la sous-région, dont la Syrie. Le bilan provisoire qui ne cesse d'évoluer fait état de plus de 300 morts. L'Espoir Football Championnat National de Ligue 1, la 10e journée s'achève ce lundi. Nous ferons également un tour au Maroc où la Coupe du Monde des clubs entre dans la phase des demi-finales dès demain. Fotigui Tunkara nous donnera enfin des nouvelles des championnats européens. Rendez-vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il a donc 48 heures pour quitter le territoire national. Le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA n'est plus le bienvenu au Mali. Guillaume Gefa Atondoko Andali a été déclaré persona non grata par les autorités de la transition. Le gouvernement du Mali qui dénonce dans un communiqué les agissements déstabilisateurs et subversifs du fonctionnaire onusien. Communiqué que je vous propose de suivre avec Ousmane Dao. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce dimanche 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA la décision du gouvernement de déclarer persona non grata M. Guillaume Gefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali conformément aux conventions internationales pertinentes. En effet, à l'occasion des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Mali, les actions de M. Andali ont consisté à sélectionner des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne en ignorant les autorités et les institutions nationales. Outre la sélection de ces individus recrutés pour faire des exposés spéciaux, le gouvernement souligne que M. Andali n'a jamais réussi à prouver les critères objectifs qui lui ont permis d'identifier les représentants de la société civile qu'il a utilisés. La partialité de M. Andali a été encore plus manifeste lors du dernier examen du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Des investigations menées, il ressort que l'offre de dénigrement de M. Andali a été rejetée dans un premier temps par un digne enfant du Mali. C'est par défaut qu'il a réussi à trouver une dame qui a accepté de jouer le rôle d'usurpateur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom de la société civile malienne. La conspiration était d'autant plus grande que l'organisation dont se réclame l'usurpatrice est une association étrangère non déclarée et ne dispose d'aucun droit d'exercer au Mali. À titre de rappel, ce forfait a été dénoncé respectivement par plusieurs acteurs dont le Conseil national de la société civile et la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO. Le gouvernement de la transition réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires conformément aux trois principes de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir 1. Le respect de la souveraineté, 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, un communiqué signé du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga.
Il est 7h05 à Ségou. On l'appelait Pelengana Kanumba Nyuma. Il fut roi de Ségou dans les années 1760. Chasseur guerrier, chef de Tondion, Yoro Bari a été immortalisé donc hier par les autorités de la transition. En visite dans la capitale des Balanzans, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dévoilé une stèle qui lui est dédiée. L'occasion pour le chef du gouvernement de louer les qualités de l'homme. Le chef du gouvernement, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, est au micro de Alusseini Touré. Kanumba Bari, c'est un peuple qui a dirigé ici une ville de Bamana. Pourquoi? C'est son travail, son courage, son abnégation. Ça montre qu'en République du Mali, il n'y a pas de débat entre les ethnies. Le seul débat, c'est comment développer le pays. Il n'y a pas de bagarre entre eux. C'est d'autres qui ont quitté ailleurs, qui ont poussé ce venin-là. Et la population de Ségou vient de montrer. Puiser dans notre histoire les arguments pour contredire ceux qui nous parlent aujourd'hui. Kaira, que le peuple malien n'est pas né hier. Il était là quand d'autres n'existaient même pas. Et notre président a dit que si on veut construire le Malikoura, il faut le construire d'abord dans la tête. Chez les enfants qui ne connaissent pas l'histoire, il faut qu'on sache d'où on est venu, où est-ce qu'on est et où on va. Si on fait cela, nous n'aurons rien à envier chez qui que ce soit. Il y a certains aujourd'hui qui veulent faire développer des luttes entre les ethnies en République du Mali. Le Mali, c'est un seul peuple et tout le monde est fier de son histoire. Travailler, travailler, travailler. C'est la seule chose qui peut développer notre pays. Parce que vous avez un nouveau leader, le président de la transition, son credo, c'est de puiser dans la culture pour construire le Malikoura. 7h07, c'est une visite d'amitié et de travail très attendue. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est attendu à Bamako ce lundi. À l'excellente coopération militaire qui unit les deux pays, s'attellent déjà désormais à ajouter une dimension économique. Rappel des faits marquants du renforcement de l'axe Bamako-Moscou. C'est avec Chaka Konaté. La population malienne attend vivement votre visite. En se rendant au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères tient un engagement pris le 20 mai dernier lors de sa rencontre avec son homologue malien à Moscou, Sergei Lavrov. Il répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de 4 membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels, dont le vecteur aérien pour les FAMA, une coopération exemplaire et fructueuse donc, que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines, dont l'économie. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain, et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. À côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale, en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. À mon avis, les résultats sont déjà visibles. Nous sommes attachés à promouvoir ces projets au sein de notre ministère. Toutes ces questions sont étudiées par les agences appropriées. À l'issue de cette visite, nous allons présenter nos propositions. Depuis, les visites des délégations ministérielles à Moscou et d'experts russes au Mali se sont multipliées sans oublier les appels téléphoniques entre le président de la transition colonel Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine, toutes choses qui ont abouti à la signature des protocoles d'accord sur la livraison de 35 000 tonnes d'engrais, 50 000 tonnes de blé, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, en ciment et la modernisation des chemins de fer pour la reprise du trafic ferroviaire. Alusseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État qui définit
les grands principes de ces échanges. Chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de 1 ou 2 pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Les modalités de finalisation de ces contrats sont en cours. Les 2 parties ont signé également des contrats de partenariat dans le domaine de la sécurité et de la protection civile des mines. Ils concernent entre autres la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la réalisation de centrales hydroélectriques à gaz, des projets de lignes de transport électrique. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, les négociations sont en cours pour augmenter le nombre de bourses octroyées par la Russie au Mali. Présentement, ce sont 60 par an, alors que pendant la période soviétique, ce nombre atteignait 400. Le développement rural, le numérique, la communication, les télécommunications, les arts et la culture ne sont pas oubliés non plus. Il est question par exemple de la réouverture d'un centre de la langue russe au Mali. Au plan international, Moscou et Bamako ont des convergences de vues sur les dossiers concernant l'une ou l'autre partie. Ainsi, le Mali se réjouit du soutien que la Russie lui apporte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie salue de son côté les refus du Mali de participer au vote de l'ONU sur les sanctions contre Moscou après le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Bamako privilégie le dialogue, estimant que les sanctions ne peuvent pas tout régler. Oui, Chaka Konaté, voyons à présent qui est l'hôte du Mali, diplomate et homme politique. Sergueï Viktorovitch Lavrov est ministre des Affaires étrangères de Russie depuis 2004, proche collaborateur du président Poutine. Il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou. Portrait de l'homme avec Sédou Fomba. Sergueï Viktorovitch Lavrov est né le 21 mars 1950 à Moscou d'un père arménien et d'une mère russe. Il fréquente l'école secondaire numéro 2 de Nakinsk avant de continuer ses études à l'Institut d'État des Relations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'URSS à Moscou. Sergueï Lavrov parle le singalais, qui est la langue officielle du Sri Lanka, le divehi, langue officielle des Maldives, l'anglais et le français. De 1976 à 1981, il travaille au département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique. De 1981 à 1988, il est premier secrétaire, conseiller, puis conseiller en chef de la représentation permanente de l'URSS auprès de l'ONU. De 1988 à 1990, il est le chef adjoint du département des relations économiques internationales du ministère des Affaires étrangères de la Russie, devient un peu plus tard le directeur du département des organisations internationales et des problèmes globaux. En 1992, il devient vice-ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Boris Yeltsin. De 1994 à 2004, il est le représentant permanent de la Fédération de la Russie auprès de l'ONU. Le 9 mars 2004, il remplace Igor Ivanov au poste de ministre des Affaires étrangères de la Russie. Sergueï Viktorovitch Lavrov a rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie et membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Sergueï Lavrov est l'un des hommes clés du gouvernement russe et l'un des rares dirigeants à occuper un tel poste depuis le début du premier mandat du président Vladimir Poutine. On se le rappelle, c'est lui qui a bloqué par veto 5 résolutions devant ouvrir la voie à une intervention militaire en Syrie sous couvert de l'ONU. Condamnant l'extension de l'OTAN vers l'Est, il affirme qu'elle constitue la source de tous les problèmes systémiques qui ont surgi dans les relations que la Russie entretient avec les États-Unis et l'Union européenne. Le moins qu'on puisse dire est que Sergueï Viktorovitch Lavrov est un diplomate chevronné dont l'histoire retiendra certainement le nom.
7h14, quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Plus de 3 millions de personnes sont attendues aux urnes aujourd'hui en Éthiopie. Un référendum est organisé dans le sud pour la création d'une nouvelle région, la 12e de l'État fédéral, un droit à l'autodétermination contenu dans la constitution éthiopienne de 1995 et qui a déjà entraîné la création d'autres régions ces dernières années. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré hier son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans son fief d'Oyo, situé à 400 km au nord de la capitale congolaise. L'insécurité à l'est de la RDC a figuré au menu de leurs entretiens lors de cette visite d'État. Après leur déjeuner, les deux présidents se sont rencontrés pendant quelques heures en tête-à-tête, loin des micros et des caméras. Aucun d'eux n'a fait de déclaration, pas de communiqué non plus à l'issue de leur discussion qui, selon une source diplomatique, ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire de la sous-région. Par ailleurs, un casque bleu sud-africain a été tué et un autre grièvement blessé hier lors de tirs contre leur hélicoptère dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un porte-parole de l'ONU, l'appareil de la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, a été atteint par des tirs alors qu'il rentrait de mission de Béni. Un peu moins d'une quarantaine de cas de méningite détectés, dont 5 mortels au Togo. Cela se passe dans le district sanitaire de Loti Sud, dans la région des Savanes. Les autorités togolaises appellent la population de la zone à la vigilance et à appliquer les mesures de prévention. Un séisme d'une magnitude de 7,8 a frappé ce lundi le sud de la Turquie et a été ressenti dans une partie importante du pays ainsi que dans plusieurs pays de la sous-région, dont la Syrie voisine. Selon les médias d'État, au moins 300 morts sont à déplorer en Turquie dans un bilan provisoire qui ne cesse d'évoluer. Selon l'Institut sismologique américain, le tremblement de terre a eu lieu à 4h17 local à une profondeur d'environ 17,9 km. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne. Les feux de forêt continuent de faire ravage dans le centre du Chili où sévit une intense vague de chaleur. Un nouveau bilan publié hier fait état de 24 morts et de 1182 blessés attisés par des vents modérés à forts et des températures supérieures à 40 degrés. Les feux ont par ailleurs dévasté quelques 270 000 hectares et détruit 1081 habitations en 5 jours selon les autorités. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi qui ouvre ce matin le grand répertoire des petits noms entre conjoints. Chacun y va de son imagination et de sa petite tendresse. Cela donne des noms comme chéri, trésor, papa, bébé, ma puce. La liste est loin d'être exhaustive. Tout cela est bien beau en temps de paix, mais ces petits noms résistent-ils aux petits malentendus du quotidien? Le grand format du lundi en rediffusion. Brahma Traoré. Draman Traoré. Bien qu'il ne soit pas de l'armée, on peut l'appeler commandant compte tenu de sa situation matrimoniale. Draman Traoré est marié à 4 femmes, dont chacune d'entre elles lui a attribué un petit nom par signe de respect. Ma première épouse m'appelle papa, la deuxième tonton, la troisième le père du vieux et la quatrième le père de Barema. C'est par respect qu'elle m'appelle par ses noms. Du plus mignon au plus original, en passant par le plus romantique, les couples ne manquent pas d'imagination en matière de surnoms. Tunko Coulibaly porte 2 surnoms et en est très fier. Ma femme m'appelle par 2 noms. J'en fais autant. Elle dit mon chéri ou Coulibaly. J'aime les 2 surnoms. Au-delà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Au sein des couples, les surnoms sont donc multiples et il y en a de tous les goûts. Ladji Bouakari Coulibaly, qui a 2 épouses, manque de mots pour exprimer sa joie. J'ai 2 femmes. L'une m'appelle Poids et l'autre Chouchou. Plus qu'une simple appellation, certains époux voient dans ces petits noms une forme d'éducation de la progéniture pour le respect des parents, comme le pense Adama Traoré, chef de famille. Mon épouse m'appelle papa. Quel époux n'accepterait-il pas qu'on l'appelle papa? C'est une bonne chose, puisque cette appellation peut inspirer d'autres membres de la famille. Comme Adama Traoré, Mme Diawara Minatal s'inscrit dans cette logique du respect du premier responsable de la famille. D'ailleurs, elle appelle son époux chef, une appellation qui n'est pas fortuite. Je l'appelle chef parce que c'est lui le chef de la famille et puis c'est un bon père.
un bon mari, un très bon ami, et c'est mon confident. Donc je l'appelle chef, ça lui fait plaisir, ça lui fait beaucoup plaisir. Et puis ça lui donne beaucoup d'autorité. Pas seulement, ce petit nom permet également de renforcer les liens au sein du couple et de maintenir un bon climat dans les foyers. C'est bien l'astuce qu'Awa Touré a trouvée en décidant d'appeler son mari Tonton. J'appelle mon mari tonton. C'est pour garder la sérénité et la bonne humeur dans le foyer. Même s'il est fâché, il suffit que je dise tonton pour qu'il se mette à sourire. Donner à son partenaire un surnom précis n'est jamais anodin. Il traduit certainement l'état de la relation et de l'amour que l'on porte à son conjoint. Celui trouvé par Awa Samake est presque enfantin. Je n'appelle pas mon époux par son nom, mais plutôt bébé. Et il l'apprécie beaucoup. Seulement voilà, dans beaucoup de couples, ces surnoms ne sont pas constants. Preuve, en cas de dispute, elles sont nombreuses les femmes qui appellent leur mari par leur propre nom. Une façon d'exprimer la colère, comme en témoigne Adama Traoré. Lorsque mon épouse est fâchée, elle m'appelle par mon nom, c'est-à-dire Adama Traoré. Mais quand l'incident est clos, elle revient à de meilleurs sentiments et m'appelle papa. Je ne trouve pas ça normal, parce que les enfants prennent souvent l'exemple sur leur mère. Ce comportement circonstanciel n'est pas propre qu'aux femmes. Des hommes utilisent également cette arme pour se faire entendre et se faire comprendre. Awa Touré en est une victime. Lorsque je suis en conflit avec lui, je l'appelle par son propre nom, parce que lui aussi refuse de m'appeler belle-mère comme il en a l'habitude. Je reconnais que ce n'est pas normal, mais je ne peux pas faire semblant. Contrairement à Awa Touré, Fatoumata Traoré opte pour une méthode dure. Que mieux qu'elle pour décrire ces moments de colère et d'incompréhension. En cas de dispute, je ne prononce même pas son propre nom, à plus forte raison, le petit nom que je lui ai attribué. En le prononçant, cela signifie que la dispute est finie. Si dans un couple le tout rose n'existe pas, la colère passagère est un sel de trop dans la sauce commune qui symbolise le foyer. Mais point besoin de cacher une réalité évidente, à savoir, il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Il est 7h22 à Bamako, c'est l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et nous allons parler football, à commencer par le championnat national de Ligue 1. La 10e journée s'achève ce soir. Oui, avec notamment la rencontre Black Star Asco à 18h au stade Omnisport Modibo Keita. Auparavant à 16h, on aura d'abord la confrontation Djilba AC LCBA, toujours au stade Omnisport Modibo Keita. Occasion pour le Djilba AC en cas de victoire de reprendre la tête du classement au Real. Leader donc au Real de Bamako, battu 1-0 vendredi par l'AS Police. Autre résultat de cette 10e journée, Binga FC et COB ont fait match nul 0-0. Les 11 créateurs de Nyarela et le stade malien de Bamako se sont neutralisés 0-0. Akita, l'USK a été tenu en échec et un but partout par Yele Olympique. À Barawili, l'AS Bakardia s'est incliné 1-0 devant Afé. À Bokuni, USB s'est imposé face à l'Iswas 3-0. La Coupe du Monde des clubs se tient au Maroc et on entame la phase des demi-finales dès demain. Oui, en première demi-finale demain, les Brésiliens de Flamengo affronteront les Saoudiens dans le Hilal du Football Club de notre compatriote Moussa Marega. Le coup d'avoir du match est prévu à 19h temps universel. Le vainqueur de cette première demi-finale connaîtra son adversaire en finale à l'issue de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises mercredi les Égyptiens du National Al-Ahly de notre compatriote Alou Dieng et les Espagnols du Real Madrid. Le coup d'avoir de cette rencontre est également prévue à 19h temps universel. Je rappelle qu'en quart de finale samedi, Al Hilal Saoudi a éliminé Wydad Casablanca 5-3 au tir au but après une parité d'un but partout. À l'issue donc du temps réglementaire, le National Al-Ahly de son côté a écarté Seattle Sounders 1-0. Exempt en quart de finale, le Real Madrid et Flamengo étaient d'office qualifiés pour le carré d'as. Et on va terminer fatigué par un tour d'horizon de quelques championnats européens. Première escale sportive de ce tour d'horizon, la Ligue 1 française de football qui a bouclé sa 22e journée hier.
Avec la défaite 3e de Marseille face à Nice samedi, le PSG a battu Toulouse 2-1. 3 a perdu contre Lyon 3-1. Rennes a également perdu contre Lille par ce même score 3-1. Monaco a gagné contre Clermont Foot 2-0. En Angleterre, la 20e journée de la Premier League s'est achevée hier avec la victoire 1-0 de Tottenham sur Manchester City qui n'a pas su profiter de la défaite du leader Arsenal battu la veille 1-0 par Everton. Liverpool a perdu contre Wolverhampton 3-0. Manchester United a dominé Crystal Palace 2-1. En Espagne, la 20e journée de la Liga s'achève ce soir avec Rayo Vallecano Almeria à 20h temps universel. Hier, le FC Barcelone a battu le FC Séville 3-0 et a largué à 8 points derrière son grand rival, le Real Madrid, qui a perdu 1-0 contre Mallorca. Valence a perdu à Girone 1-0. En Italie, la 21e journée de la Série A a été marquée hier par le derby des Milanais, remporté 1-0 par l'Inter devant le Milan C. Naples a battu la Spezia 3-0. La Roma a gagné contre Empoli 2-0. Pour terminer, en Allemagne, la 19e journée s'est achevée hier avec la victoire 4-2 du Bayern Munich sur Wolfsburg. Werder Bremen s'est imposé 2-0 devant Stuttgart. Dortmund a tout simplement humilié Fribourg 5-1. Bochum a complètement rossé Offenheim 5-2. Francfort a dominé Hertha Berlin 3-0. C'était les sports, c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui, belle journée à vous. Pareillement vous aussi. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. C'est une visite d'amitié très attendue au Mali. Le chef de la diplomatie russe arrive dans notre capitale ce lundi. Bamako et Moscou veulent diversifier leurs relations. Sergei Lavrov rencontrera les autorités de la transition pour en parler. Il a 48 heures pour quitter le Mali. Le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA n'est plus le bienvenu dans notre pays. Le gouvernement reproche aux fonctionnaires onusiens des agissements déstabilisateurs et subversifs. Dans l'actualité également, ce séisme qui a frappé le sud de la Turquie d'une magnitude de 7,8, il a été ressenti dans plusieurs pays de la sous-région, dont la Syrie. Le bilan provisoire qui ne cesse d'évoluer fait état de plus de 300 morts. Et puis les sports football, championnat national de Ligue 1. La 10e journée s'achève ce lundi au Maroc. La Coupe du Monde des clubs entre dans la phase des demi-finales dès demain après un week-end marqué par quelques chocs sur les pelouses européennes. 7h27 à Bamako. C'est la fin de ce journal. Et réalisation coordination, Ousmane Dao, mise en nom de Mamadou Diallo. Présentation Yaya Konaté. Ne ratez pas votre rubrique des avis communiquer après les infos météo. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.